Alors bienvenue à tout le monde pour ce troisième ciné-club, aujourd'hui sur le film La Dernière Reine, un film co-réalisé par Damien Ounouri et Adila Bendimerad. Donc aujourd'hui, un ciné-club, je pense, assez tranquille. Donc on va venir avec Data et Yaz sur ce film, hein. Alors tout d'abord, une petite présentation courte du film avant qu'on parte sur la discussion. Alors, pour revenir un peu sur le synopsis, c'est un film qui se passe à Alger, autour de l'année 1516, époque où la ville d'Alger a été reprise aux Espagnols, qui avaient fait installer du coup un fort au niveau de sa baie. Donc la série commence avec la reprise de ce fort, sa destruction par le corsaire Harouj, qui vient du coup aider le roi d'Alger, Selim. L'histoire met en personnage principal la femme du coup de Selim, Zafira. Donc on va suivre tout au long du film ce qui va lui arriver. Donc plus de détails plus tard dans la discussion. Alors pour revenir sur le corsaire, c'est le personnage illustre de Barberousse, beaucoup plus connu en Occident sous ce nom-là. Donc le film, c'est un film réalisé du coup avec euh, une des réalisatrices du coup qui est l'actrice principale. C'est important de le noter puisque ça a quand même son importance souvent sur comment est organisé le personnage, le fait que quand même ce soit cette personne qui soit mise en avant. Mais on reviendra dessus plus tard, hein, évidemment. C'est aussi un des films gros budget du cinéma algérien, c'est bien de le noter, avec quand même un petit peu de financement à la fois français et taïwanais. Donc c'est un film un peu international dans l'idée. Ça fait qu'on a quelques acteurs qui ne sont pas juste algériens. Donc film international, film qui est voulu pour être diffusé, qui a fait beaucoup de festivals, qui a gagné quelques prix. Donc c'est ce genre de film qui est voulu déjà, je pense, dès sa conception, pour parler à l'international, et qui du coup peut-être pas forcément prévu pour le marché intérieur, mais encore une fois on reviendra dessus. Voilà, c'est une présentation très rapide, puisque je pense que le plus intéressant autour du film, ce sera surtout d'en parler, et donc tout de suite, on passe à la discussion. Donc, avant de vous lancer, euh, je pense qu'on va commencer un peu plus sur le côté ce qu'on a pensé du film en tant que film tout court, hein. Donc ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, est-ce qu'on a trouvé ça long, court, est-ce que c'est on a passé un bon moment. Donc avant de vous lancer, moi je vais commencer par mon expérience personnelle. Je trouve que c'était un très bon film, hein, ce qui se laissait très bien regarder, film intéressant, qui a un bon rythme. Ce genre de film, pas trop long. Enfin, il fait 2 heures, à peu près. Un peu moins de 2 heures, puisqu'on a quand même 10 minutes de générique, à peu près. Des très beaux décors. Et moi qui aime beaucoup aussi les films d'époque, des costumes que je trouve très beaux, aussi des belles couleurs. Trucs classiques vraiment du genre de film d'époque qu'on aime bien voir. Bon, après, un côté combat, des fois pour le peu de combats qui sont montrés, qui c'est un peu, voilà, plus fait pour le côté fantastique, je pense, que pour un côté réaliste, mais bon, ça retire pas vraiment au film. Euh, donc voilà, vraiment des plans très intéressants. Peut-être après niveau scénario, pareil, un scénario quand même assez linéaire, c'est pas vraiment, pas de surprise trop, pas de risque, pas de prise de risque. Mais bon, ça en fait pas un mauvais film du fait qu'il ait pas pris beaucoup de risques. Yas, qu'est-ce que toi en as pensé, toi? Donc moi je l'avais vu au cinéma, je pense la semaine de sa sortie ou la semaine d'après, plus. Et le film avait eu un bon buzz au moment de sa sortie, parce que ce genre de film porté, on va dire, entièrement par un casting algérien, franco-algérien, c'était rare. Donc j'étais allé le voir dans avec ce mindset-là, de voir un film algérien qui est pas quelque chose qu'on fait tout le temps.
Et donc, je me rappelle très bien que la salle était hyper blindée et que le public était beaucoup composé d'indigènes. Donc, tu vois qu'il y avait vraiment un engouement de voir, d'aller au cinéma pour voir un film qui parle de l'histoire des Algériens, quoi. Mais de sa propre histoire, du coup, parce que la plupart Ça, des gens ça c'est s'en seraient intéressant. concernés. Bah, on reviendra Ouais, dessus parce que c'est un point très intéressant à soulever. ouais, carrément. Et Et pour le film lui-même, bah, je trouve que bon, on est d'accord que c'est pas un film qui va changer la face du cinéma, mais pour un budget de 2 millions, ils ont quand même réussi à sortir quelque chose de très très honorable. Ils ont vraiment tourné en Algérie, donc avec ce qui restait des murs, des châteaux, des costumes magnifiques. Non, non, c'était un bon moment, et puis c'est un film, je pense, c'est le genre d'initiative à encourager plutôt qu'à descendre. Après, on parlera un peu des nuances, mais... ça, je pense, là où on peut voir que le budget était assez limité, c'est que, alors, des très beaux décors, mais peut-être un nombre de décors assez limité. Là Ouais, où un plus gros budget, ils auraient peut-être. Et pareil, les scènes les fameuses scènes de bataille. Bon, forcément, quand t'as pas autant de budget, malgré le fait que la conquête d'Alger, c'est aussi une bataille un peu amphibie. Bah, ça a pas été, c'est pas trop montré non plus. Quand même, c'est assez limité dans le budget. Barberousse qui est un corsaire, tu vois, on voit pas trop de bateaux parce que c'est pareil, c'est du budget en plus. Donc ils se sont ouais, limités à ce clairement. niveau-là, mais ça retire pas grand-chose au film du fait que ça se concentre autour du personnage de Zafira. Data, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Euh, Perso, j'ai beaucoup apprécié. Alors, pour l'anecdote, je crois que ça a été recommandé sur Parole d'honneur sur le Discord, si je dis pas de bêtises. Et alors, j'ai pas vu à sa sortie directement, mais genre quelques semaines ou voire un mois après. Là, ça, il y avait pas mal, un peu comme Yaz, il y avait pas mal d'indigènes. Et donc, voilà, ça, c'est pour l'aspect contexte. Et sinon, en termes de film lui-même, comme j'ai dit, j'ai beaucoup apprécié. Pareil, je juge pas le film en tant que film en absolu, mais en tant que film algérien. Parce que, voilà, comme on l'a dit et comme on le dira plus en détail plus tard, il n'y a pas tant de films que ça dans le Maghreb. Et donc, chaque sortie est un peu scrutée. Et voilà, dès qu'il y a un bon truc, bah, les gens sont plutôt contents. En tout cas, c'était mon cas. Voilà, j'ai beaucoup apprécié cet aspect-là. Et sinon, je partage un peu ton avis sur les décors et escalados. J'aime beaucoup on va dire les vrais décors. Et là, il y avait pas mal de palais, bon, notamment un palais en particulier qui était très très bien décoré. Donc ça, c'était vraiment chouette. Pareil, un très grand effort pour faire des costumes à la fois réalistes et je pense, alors j'ai pas vérifié, mais je pense qu'ils ont fait des choses aussi historiques. Donc je pense que ça aussi c'était assez chouette. Et après, bon, le seul petit peut-être petit bémol, c'est, je pense, vous l'avez aussi remarqué, c'est les scènes de combat où on voit que c'était un peu cheap. Mais bon, je leur en veux pas trop vu le budget qu'il y a dans le film et au final c'est pas l'aspect le plus important. Donc voilà, c'est pas si grave que ça. Ouais, bah c'est ça, hein. Donc du coup, est-ce qu'on revient un peu sur le film ou on passe tout de suite un peu sur ce qu'il y a autour D'un point de vue esthétique, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il a c'est des beaux plans, des belles images. Et qu'à ce niveau-là Ouais. de cinéma, c'est pas mal. La musique, finalement, pas très, très présente. Enfin, il y a une musique diégétique. Des fois intéressante, genre bah, notamment quand il y a tous les mariages, enterrements, tout ça. Enfin, un peu des chants Ouais, que j'ai trouvé pas c'est mal. vrai que ça m'a pas marqué plus que ça effectivement. Maintenant que tu le dis, Mais sinon, la musique c'est pas était un point pas qui, plus que ça. Après, je crois que c'était ok, mais pas plus que ça effectivement. Ça m'a pas marqué. si on peut faire après une critique sur l'esthétisme, avant de partir vraiment sur le fond un peu plus politique du film et historique, euh, il y a des plans très intéressants en tant que plan, mais sinon c'est vrai que ça reste quand même pas de prise de risque, hein, très très banal.
Le cadre, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui ont été recherchées. Après, des plans que j'ai trouvé très, très intéressants dans leur mise en scène, c'était celui avec l'imam au moment de la mort de Selim, qui doit faire un peu le messager, avec du coup Ouais. Zafira qui est de l'autre côté d'un rideau, tout ça, pour pas être, je suppose, face aux hommes qui viennent la voir et tout, mais en même temps, tu vois, le fait qu'après, au bout d'un moment, et cette barrière, elle est rompue symboliquement aussi, même si le voile, enfin, le rideau persiste, mais elle prend la parole parce qu'en mode, non, faut que je parle et tout. Mais enfin, Yes. il y a des jeux de caméra assez intéressants parce que tout ça, le fait de jouer avec les textures, les transparences, tout ça, je trouve que ça a été un moment intéressant du film. Moi, je pense à un des plans qui m'a le plus marqué, en dehors de évidemment. Après, c'est ça, c'est en fait, il y a beaucoup de plans qui brillent surtout, pas en tant que plan, mais par la richesse des costumes et du décor. Donc Ouais, Tu- c'est tu- ça. c'est ça. Donc au final, c'est pas il y a pas un. Je me dis pas, le réalisateur, il a fait un truc incroyable. Je me dis, les costumiers et ceux qui ont fait les décoristes, incroyable. Donc c'est Ouais, là où c'est vrai je suis un peu que déçu, quoi. c'est vrai que parfois, en fait, parfois le film, il met tout sur l'image plutôt que sur le plan. C'est-à-dire, il fait de très beaux tableaux C'est ça. à des instants T. Non, je pense Et que t'as choisi le mot parfait. Il y a des moments, c'est des tableaux. Mais le cinéma, c'est plus qu'un tableau normalement. ouais. C'est le fait de l'image, tu la mets en mouvement, tu dis des choses à travers les images. Et c'est là où je trouvais Ouais, ça un peu dommage. c'est ça. Après, sur un beau tableau aussi qui m'a. Peut-être que vous l'avez aussi dans votre tête, mais je crois que c'était au moment où donc Zafira est avec son mari Selim. Mhm. Et je crois que. Alors, je suis pas sûr, parce que ça fait quelque temps que j'ai vu, mais je sais pas si elle a eu un rêve ou un truc comme ça, où elle le revoit, Ouais. et elle commence à délirer un moment, et puis Salim s'évanouit, et elle essaye de le ranimer, ou un truc comme ça. Mais je trouvais ce plan-là très intéressant. C'est pas ça, moi, ceci, hein, c'est un truc qui m'a un peu déçu. Parce qu'il y avait quelque chose à faire avec le côté rêve prémonitoire et tout. Parce qu'il y a 2 fois un peu dans le film où il y a ça. Et c'est 2 morts. Enfin, si je me rappelle bien. Alors là, du coup, il y a la mort de Selim, qui est Ouais, annoncée je dans crois un que rêve, du coup, c'est à ça, c'est ça. Zafira. C'est ça, c'était ce moment-là, là, c'est ça. Et après, il y a la mort de son fils, qui, pareil, il me semble, elle est un peu annoncée, mais cette fois-ci dans un cauchemar de Barberousse. Tu vois. Tu sais, à un moment, il fait qu'est-ce qui se passe? Et après, on lui annonce en gros, un de ses hommes lui a tiré dessus. Quoi. Ouais, Donc, ouais, t'as raison. c'est un. Parce que c'est pareil, choisir ça comme méthode de mise en scène, un choix particulier. Parce que finalement, en fait, ça te fait venir 2 fois dire la même chose. C'est le personnage il est mort. Ah bah non, en fait, c'est là, Ah oui. ça t'annonce que le personnage est mort. Donc, tu vois, c'est pas comme dans certains films où t'as, par exemple, c'est un peu comme dans un chronique d'une mort annoncée. Il y a un personnage qui te prédit la mort d'un personnage et tu suis tout le personnage qui va essayer d'éviter la mort alors que, tu sais, élément de la tragédie classique, il va mourir, hein, c'est trop tard. Hein, les dieux ont décidé, Dieu a décidé, c'est fini. Mais là, du coup, vu que ça arrive tout de suite, il n'y a pas le temps que ça s'installe par exemple, Zafira, le temps de son inquiétude, il n'a pas le temps de se poser. C'est que finalement, elle s'inquiète tout de suite, et tout de suite, on Oui. lui donne raison de s'être inquiétée. Et ça, c'est un peu dommage, quoi. Ça aurait gagné à, par exemple, tuer Selim peut-être 15 minutes plus tard. Ouais, c'est pas sur la durée, par exemple, ils auraient pu, bon, après, je vais pas rentrer dans la tête du réalisateur, mais effectivement, il aurait pu amener ça sur plusieurs fois, genre, si elle a peut-être un cauchemar récurrent sur plusieurs semaines ou plusieurs jours ou des trucs comme ça, et du coup, voilà, elle panique sur la durée, ouais. Mm. Après, c'est pareil, là aussi, je vais demander votre avis. C'est ce choix, du coup, du réalisateur de ne pas dévoiler la mort de Selim. On sait pas. C'est-à-dire que, évidemment, le film nous fait comprendre que peut-être enfin, elle nous indique, tu sais, c'est Barberousse qui l'aurait tué, mais on sait pas finalement, parce qu'on voit jamais le corps, on sait pas de quelle façon il meurt, tout. C'est quand même un grand mystère tout au long du film. C'est jamais dit directement.
Donc, est-ce que vous Après, pensez que ça a été un bon il- choix? est-ce qu'il. Alors, pareil, j'ai un trou. Est-ce qu'il retrouve ceux qui l'ont assassiné ou pas? Parce que Bah, il me semble. Arouj, enfin, quand ça apporte ce qu'il dit être le criminel, mais dans l'histoire, on te fait comprendre très bien qu'il a pris deux gars au pif. Et... Mm. Ouais, c'est ça, voilà. Et pareil, historiquement, c'est ce qu'il a fait. Ouais. Ouais, bref, c'était son excuse, on va dire. Je sais pas, moi ça m'a pas choqué. Moi, pour moi, il n'y a pas de doute, c'est Arouj. Hein. Histoire classique, dirigeant arabe, on tue le gars pour prendre sa place. Après, dirigeant tout court, hein, j'irais étendre. Ouais. Hein, parce que c'est Ouais, pas c'est des- ça, c'est pareil partout dans le monde. Ouais. Hein, parce que, Bah, c'est-à-dire, pour revenir sur la vidéo de Pacôme, les rois francs, ils savaient bien tuer du frère. Hein, comme on dit. D'accord. Moi, je dis ça parce que j'ai relu, j'ai lu les croisades vues par les Arabes et c'est que des assassinats entre. Bah, oui, évidemment, oui. très bon, Ah, très bon mais- livre. Très bon livre. On recommande. Livre d'Amin Mahalouf, évidemment. Ouais. Qui est aujourd'hui président de l'Académie française. Voilà. C'est vrai, non? Si, ouais, c'est lui. Hein. Ah ouais, ça c'est bizarre par contre. Ah bah voilà. Bah, ça doit être pour ça que Youssef m'a dit que politiquement il était un peu à l'ouest. Ah bah c'est. Bah, Ouais. après, bon. Je crois qu'il est pas très engagé. Mais bon. Il y a des choses, il y a des choses à apprendre. Bah, il est engagé, mais en fait, dans un. Il a une forme d'engagement, quoi. C'est Ouais, sûr que sur le terrain, voilà. c'est pas celle que Youssef voudrait. Et c'est Mais- une forme qui fait qu'il peut être président de l'Académie française. Sinon, il ne l'aurait voilà, pas c'est été ça. non plus. Mais C'est ça. d'ailleurs, juste pour faire la digression sur lui, à la fin de les croisades vues par les Arabes, il a une thèse très bizarre qui dit que si les Arabes sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est parce que après les croisades, ils ont refusé tout progressisme européen. Et donc toutes les techniques, les technologies inventées par l'Europe ont été refusées. Et donc ça a mis le Moyen-Orient et le monde arabe dans cet état de non-progression. C'est un peu bizarre Une comme thèse thèse. bizarre, hein. Oui, Bah parce que oui, surtout que mais quand tu sais que la victoire de Mehmet II face à. Enfin, pour prendre Constantinople, c'est une victoire aussi technologique. C'est parce que justement, c'est vrai. les Ottomans atteignent un sommet technologique à ce moment-là. Que, après, du coup, il s'arrête où? C'est quoi la fin du monde? Est-ce que le monde turc, c'est le monde arabe aussi? Parce que par exemple, le monde turc, il s'est jamais vraiment trop refermé. Toujours accepté Non, je les pense que technologies. pour lui, il fait vraiment la différence parce qu'il dit que finalement les Arabes sont jamais libérés eux-mêmes. Parce Ouais. que par exemple, Saladin, c'est un Kurde. Nourdine, c'était un Turc aussi. Enfin bref. Bon, je pense qu'on va pas continuer la digression sur lui. Bah, ça pourra donner lieu à autre chose, c'est vrai. Alors, Ouais, après l'arabe, il y a des thèses comme quoi c'est plus la langue qui est rassemblée plus que le peuple originel. Mais bon, ça, c'est un très Ouais. grand débat, ça. eh oui. Alors, En tout cas, pour revenir sur la scène, moi, ça m'a pas plus choqué que ça. J'ai trouvé que c'était relativement bien amené, donc voilà, c'est. d'accord. Mais voilà, c'était rien de transcendant, mais c'était pas. Moi, je trouvais que ça coulait bien avec le rythme du film, donc ça m'a pas Oui, plus ouais. choqué que ça. Mais même les rêves prémonitoires, je pense que ça m'a pas choqué non plus parce que c'est les rêves qui annoncent. Ouais, mais c'est pas tant dit comme ça, annoncent c'est le que je futur et trouve tout. que le En tout cas, c'est réalisateur. un trope dans les séries arabes. Ouais. ou C'est cinéma, exactement ce que j'allais dire. Dans le monde arabe, les rêves ça arrive prémonitoires, très 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 souvent. c'est un Genre classico. dans les séries ou dans les films arabes, c'est très classique. Quoi. Ouais. Mais c'est ça. Mais Même dans la culture populaire, les gens, pour eux, les rêves veulent dire quelque chose. Il y a des bouquins en arabe qui expliquent. oui, mais de ce toute que veut façon, dire les c'est rêves. Ouais, l'explication des rêves très très, en tout cas, livre très connu. Ouais. parce que ça, c'est un truc que j'avais noté, qu'évidemment, c'est très culturel et dans du coup la culture évidemment arabe et du Maghreb, mais même dans d'autres, quoi, genre aux Antilles, je sais que c'est très commun. En péninsule ibérique, un peu chez les personnes les plus âgées, c'était aussi très commun. Beaucoup de un sort de mysticisme un peu et des croyances populaires autour des rêves. Mais c'est pas tant, c'est pas le fait d'utiliser c'est ça qui me dérange, c'est le fait que c'est mal exploité, je trouve. J'ai trouvé que c'était dommage de pas en faire plus que juste un avant, une double mort, quoi.
Donc, Ah oui, je suis d'accord qu'il n'y a pas Mm. le temps que la tension se construise. Ouais. c'est ça. Alors que justement, tout l'avantage du prémonitoire, c'est le côté de. Tu sais, c'est un peu. Tu sais, c'est quand tu fais genre. Quand, par exemple, dans des films occidentaux, il y a une reprise d'un mythe grec où il y a beaucoup de rêves prémonitoires, où il y a beaucoup de prédestination, bah, tu joues là-dessus. C'est tout le film, c'est le héros, est-ce qu'il va pouvoir aller contre son destin? Mais dans le monde grec, non. Le destin, Ouais. c'est une fatalité, tu ne peux pas y échapper, en fait. Que tu le veuilles ou pas, c'est écrit, c'est les... Enfin, du coup, chez les Grecs, c'est les dieux qui ont décidé. La région abrahamique, c'est Dieu qui a décidé. Tu vois, c'est fini, tu ne peux rien dire. Après, tu essaies de faire le mieux jusqu'à ta fin qui est déjà écrite. Donc c'est pour ça que je trouve un peu dommage de ne pas l'avoir mieux utilisé. Alors là, on va enchaîner sur le premier sujet autour du film. C'est tout simplement l'histoire du film. Puisque l'histoire du film, elle se base sur un personnage dont l'existence est très contestée. Moi, j'aurais tendance, vu ce que j'ai lu, à dire que c'est un personnage plutôt fictif, romancé, et notamment l'une des premières personnes qui en fait mention, c'est un auteur français. Enfin, c'est un consul français. C'est très intéressant. Du coup, au XVIIIe siècle, Jacques-Philippe Langier de Tassy, qui a écrit, du coup, parce que comme beaucoup de consuls faisaient à l'époque, ils écrivaient un petit livre d'histoire pour s'occuper. Hein. Donc, il écrit l'histoire du royaume d'Alger. À ce moment-là, l'Algérie n'était pas encore colonisée. Oui, non, c'est ça, sautons pas les étapes, c'est pas. Mm. On est déjà à une époque où il y a des relations consulaires entre la France et l'Empire ottoman, surtout parce que l'Empire ottoman, on va dire, c'est le. Comment on peut appeler ça? On va dire dans une hiérarchie administrative, c'est un peu l'échelon le plus haut, mais après, il faut quand même envoyer des. On va dire, t'as ton ambassadeur qui est à la Sublime Porte à Istanbul, mais faut quand même envoyer des consuls dans les diverses villes principales de l'Empire. Et donc, un des consuls, il est envoyé à Alger, et il décide de faire une histoire du royaume d'Alger. Donc après, la question c'est, et c'est un peu ça que j'ai vu dans mes lectures, est-ce que ce consul, il invente totalement cette histoire-là, ou est-ce qu'il se base sur des on-dit qui existaient au moment où il était à Alger et tout? Alors évidemment, première critique, est-ce qu'un consul français, est-ce qu'il va vraiment discuter beaucoup avec le peuple? Donc qu'est-ce qu'il a lui raconter? Est-ce que c'est vraiment du coup d'autres dignitaires du coup du monde d'Alger qui ont pu lui raconter ça? On ne sait pas. Donc ça pose... Il me semble que c'est à ce moment-là qu'il y avait le courant un peu orientaliste. Ah bah Tu dis bien, parce que j'allais enchaîner sur l'orientalisme. Ah vas-y, je te laisse. Non, mais justement, c'est comme ça. Et après, c'est même... Parce que le point de l'orientalisme, je l'avais noté avant même, du coup, de savoir que cette histoire, elle provenait surtout d'un auteur français. Tu sais, je me suis dit... Déjà, quand j'ai commencé à voir le film, tu sais que j'étais en train de me dire « Ah, c'est beau, ah, les costumes, ils sont sympas, tu sais, c'est un peu ce côté petit touriste français, c'est pittoresque un peu. » T'es là, et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas, enfin, encore plus pour moi, qui suis pas du coup de ces cultures maghrébines ou arabes, un côté vraiment regard orientalisant finalement, et c'est pour ça que je dis ce film-là, est-ce qu'il n'a pas été aussi prévu pour un marché extérieur? Est-ce qu'on me donne pas vraiment ce que j'ai envie de voir? Moi, en tant que spectateur occidental, moi, j'ai été satisfait dans mon besoin d'orientalisme, quand même. Et surtout, en tout cas, historiquement, à l'époque, les reines sont très, très peu connues dans le monde, on va dire, arabe musulman. Bon, il y a sûrement, je vous avoue, je connais pas les détails, mais il y en a sûrement quelques-unes qui sont connues et qui ont vraiment existé. Mais globalement, peut-être 90% des cas, c'est surtout les rois, les sultans, hommes qui sont connus. Et donc, pas pareil, ça m'a un peu. Après, je me suis dit, bon, c'est peut-être. Parce que des fois, il y a des mythes dans les cultures maghrébines, voilà, qui se racontent, qui se transmettent dans les familles. Je me dis, bon, bah, peut-être qu'il y avait quand même une reine qui avait quand même son importance. Ça me choque pas parce que dans la culture, en tout cas la culture tunisienne, il y a quelques figures féminines qui sont connues et qui se transmettent. Donc je me suis dit bon bah soit c'est quelque chose
un peu, voilà, un peu orientaliste, ou soit c'est peut-être un truc vraiment algérien de la culture. Donc voilà, je n'étais pas sûr à 100%. Bon, après, j'ai fait des recherches hein, sur Wikipédia et je pense que je suis un peu d'accord avec ce que tu dis, Escalos. Ça a l'air d'être un truc quasiment romancé. Donc, mais au début, j'avais un petit doute. Ouais, moi, je dirais que le film est pas. Peut-être que l'histoire. Enfin, c'est pratiquement sûr que l'histoire de base écrite par ce consul français est teintée d'orientalisme. Mais le film en lui-même, je trouve qu'il respecte plutôt bien la séparation homme-femme, qui donne pas une Oui, c'est vision, ça, c'est ça. trop. Comment on appelle ça? Bah, la vision qu'on a des femmes arabes orientalistes, c'est-à-dire un peu libertine, tout ça. Ouais, Donc, c'est ça, c'est il ça. n'y a pas tout ça, donc je dirais pas que le film est orientaliste pour le coup. Mais l'histoire, sûrement, elle est. Déjà, vouloir centrer, enfin, qu'un consul français s'intéresse comme ça au hasard à une femme arabe qui aurait peut-être existé ou pas, bah, c'est sûr que il y avait ce genre-là. Surtout que il me semble que c'est à ce moment-là qu'il y a tout cet attrait pour l'Orient qui commence à se développer. Non, mais surtout, le point très intéressant, c'est faut pas sortir de l'équation Barberousse. C'est Barberousse, pour du coup un consul du XVIIIe siècle, c'est un personnage extrêmement connu. C'est un personnage qui a été une épine dans le pied de nombreux Européens pendant des années. Et l'histoire de Ouais, et Zafira, c'est surtout une histoire de... très important, c'est ça. C'est surtout une histoire de ruiner la réputation de Barberousse. C'est dire, il a tué le mec à qui il avait un peu plus ou moins prêté allégeance. Parce que le film montre pas vraiment ça comme ça. Le film montre comme elle avait le plan de le tuer pendant la nuit de noces. Mais j'ai vu d'autres récits où ils disent, du coup je crois que c'est le récit du consul, lui il dit plutôt, il a tenté de la violer et après elle a préféré se suicider. Donc là pareil, de côté réputation, honneur, c'est vraiment tout un truc d'essayer de l'entacher le plus possible. Sachant qu'après, on sait d'histoire, parce que c'est le personnage, il a continué Barberousse, il a continué à vivre, qu'après il devient bey d'Alger, tout ça. Donc il va monter même en puissance un peu hiérarchique. Enfin, on va dire, il monte et il diminue, parce que il passe de indépendant à associé à, du coup, à l'Empire ottoman. Mais il a une place très importante, du coup, dans cet Empire ottoman. Donc, oui, est-ce que finalement, sachant que c'est un homme turc, est-ce qu'il n'y a pas aussi, de la part du consul, le fait de vouloir faire naître une héroïne algérienne, tout en discréditant un personnage turc, donc les Ottomans, à une époque où du coup Alger est ottomane? Ah oui. Je dirais que j'avais pas vu cet angle-là. C'est totalement possible. En Mais ça veut dire que, ouais. L'autre question à se poser, c'est qui va lire? Parce qu'évidemment que l'histoire d'Alger écrite en français, il va pas être lu non plus directement par des Algériens. Même pas par des notables d'Alger. C'est-à-dire que c'est surtout des trucs qui vont être lus par des Occidentaux, des trucs qui vont quand même être discutés dans des cercles un peu diplomatiques à Alger. Donc je suppose que les grandes figures de la vie algéroise, ils vont le connaître à peu près son avis et tout, ce qu'il aurait découvert et autres. Mais en tout cas, ça va surtout venir dans l'idée imprégner les mentalités européennes, dans l'espoir d'imprimer les mentalités européennes, surtout françaises. Enfin, sachant que le français à l'époque, c'est quand même une langue véhiculaire, un peu tout ça, donc c'est... Ouais. De toute façon, ça va toucher toute l'Europe. De telle façon que moi j'ai noté, c'était dans les références qu'il y avait sur la page Wikipédia, on n'est pas allé très loin, mais que du coup, est-ce que je l'ai noté? Ah mince, j'ai pas noté l'auteur, mais en tout cas en 1667, donc il me semble que De Tassy, il écrit son histoire d'Alger en 1717-1718 par là, donc 50 ans après, on a une tragédie Barberousse, qui est écrite du coup par, il me semble, un tragédien britannique, et dans laquelle du coup ça reprend cette histoire de Zafira. Donc c'est une des premières œuvres de fiction qui vient reprendre cette histoire de la reine d'Alger. Et où, contrairement au film qu'on a vu et contrairement à l'histoire d'Alger écrit par De Tassy, elle tue Barberousse et elle met son fils au pouvoir. Bon, on sait qu'historiquement c'est pas possible parce que Barberousse a continué de vivre et que c'est devenu encore un personnage influent. Mais du coup, le fait que dans une tragédie, 50 ans après le récit de Tassy, on a du coup un tragédien qui fait vaincre cette reine, c'est aussi pareil, c'est vaincre l'Ottoman aussi, dans l'idée de l'époque. Donc c'est... Et
pour revenir à ce que tu disais, Yaz, on est évidemment en plein dans l'orientalisme. Là, avec ce que tu as dit, ça développe quand même autre chose. C'est que il y a quand même une volonté. T'as l'impression que c'est limite précolonial de démonter totalement une culture, de réécrire un roman national pour le pays. Je pense Je qu'il sais pas si. y a une forme primaire de ce qui sera plus tard utilisé dans le colonialisme. Après, ça paraît logique. Tu vois. Il y a certaines idées comme ça qui étaient déjà dans les esprits avant qu'elles soient concrètement matérialisées vers quelque chose de plus direct, plus systématique, pour du coup essayer de discréditer la hiérarchie existante. Et aussi, du coup, pour revenir, alors je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais c'est vrai que dans cette même période de l'orientalisme, il y a aussi une pièce de Molière, il me semble. Je sais pas si vous avez la référence, parce que moi je me rappelle plus de comment elle s'appelle. Pièce de Non. Molière. Oui, une pièce de Molière qui fait aussi pareil sur les Ottomans, tout ça. Et Je sais moi, que j'ai pas la ref. les Turcs, c'était les méchants dans les Faubourgs Scapin. ouais. Bah, de toute façon, Qui venaient ils kidnapper, reviennent souvent Ouais. dans Il y a les œuvres de l'insulte l'époque et tête de tout. Turc, de toute façon. Mm. Je sais pas si ça date de l'époque ou avant, mais. Je crois que ça date d'après. Parce que c'est pas. Enfin, il y a des trucs Ok, qui se ok. mélangent évidemment, mais il me semble que c'est parce que dans les fêtes foraines ou un truc comme ça, il y avait. Après, bon, le fait de mettre une tête de Turc que tu tapes dedans, que logiquement, il y avait déjà peut-être l'expression qui Oui, c'est ça. existait. Voilà, il y a une haine qui remonte à des générations, là, c'est ça. Après, évidemment, de toute façon, c'est. En tout cas, je pense, je suis assez d'accord sur l'analyse, en tout cas historique, comme quoi c'est lié à l'orientalisme, etc. Mais par contre, peut-être qu'on va l'aborder juste après, je trouve que le traitement, c'est ce qu'a dit Yaz tout à l'heure, Mm. je trouve que le traitement du film est pas du tout orientaliste. Même si ça garde la même trame que le récit du consul, mais le traitement, pareil, comment est montré les différents personnages, leur interaction, etc. Ça reste un truc plausible dans une société algérienne de l'époque. Après, c'est peut-être là où je me suis trompé quand j'ai présenté mon point sur l'orientalisme. Je parlais pas tant du film, ce que lui, il fait, mais plutôt ce que nous, en tant que nous trois, on vit en Occident, on vit en France. Est-ce que notre regard aujourd'hui, il est pas un peu orientaliste? Est-ce qu'il n'y a pas toujours un peu un regard orientaliste à partir du moment où t'es un occidental? Enfin, oui, on est occidentaux, quoi. Ah, c'est une bonne question. Après, est-ce que tout le monde n'a pas un regard orientaliste vu que la culture occidentale a tellement imprégné tout le monde que même les gens qui ont réalisé le film finalement sont des franco-algériens? Est-ce qu'on peut y échapper? C'est ça la question. C'était un peu En ça tout cas, je pense ce que je disais. Il y a des degrés, probablement des degrés, mais effectivement, peut-être que c'est un peu comme le capitalisme. On est tous un peu capitalistes, vu que voilà, c'est tellement répandu que voilà, C'est on peut tellement pas y échapper. prégnant, ouais. Après, j'ai l'impression que dans ce film, et de ce que j'ai entendu dans les interviews de l'actrice principale et des réals, il y avait quand même une volonté d'écrire une sorte de roman national pour les Algériens qui est autre chose que la Ligue de Libération. Parce que, bon, bien sûr, les films sur le FLN et la Révolution nationale algérienne, Ouais, il y a que ça, ouais, c'est il ça. y a pratiquement que ça. Donc, il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a une volonté de réécrire et je pense que c'est ce qui a plu à la plupart des Algériens qui ont vu le film, et même des Arabes qui ont vu le film, c'est que pour une fois, on pouvait s'inscrire dans un roman national. Bon, cette fois, c'était une histoire un peu fictive, mais ça intéressait pas les gens. J'ai l'impression qu'ils avaient envie de se dire ah ouais, ok, bah moi aussi j'ai droit à mon histoire, comme les Français ont eu Vercingétorix, bah moi j'ai Zafira, Selim et Harout. Ah, mais du coup, c'est justement une des questions que je me suis posée en regardant le film. C'est mais pourquoi pas avoir fait un film sur Barberousse? Quitte à que ce soit un des plus gros Ah oui. budgets du cinéma algérien, pourquoi ne pas avoir pris Harouch directement, avoir fait un film là sur lui? Ah bah, Après, peut-être ça aurait franchement, demandé ça va encore être- ça plus va de être ton- budget, évidemment, mais ça va être ton point d'après, mais moi je pense qu'il y a
il y a un truc à jouer avec le féminisme, tu vois. Ah, évidemment. Bah, il y a l'aspect féminisme, et sinon, il y a l'aspect étranger aussi. Mm. Il faut pas nier que, bah, quand même, c'est quelqu'un qui n'est pas à la base de la culture, même si après, voilà, il est devenu musulman et voilà, il a longtemps vécu en Algérie. Après, plus tard, il est même allé en Tunisie, etc. Donc voilà, en quelque sorte, il est devenu maghrébin. Mais à la base, voilà, c'est un étranger. Et je pense, bon, c'est aussi un élément qui explique pourquoi ça voulait peut-être pas mettre l'accent sur lui. Bah, après, c'est là où c'est dommage qu'on n'ait pas, du coup, un de nous trois qui soit allé à l'école en Algérie. Parce que je serais curieux de Oui, savoir. pour voir l'histoire, Non, voilà, c'est l'histoire, ça, c'est comment il a raconté. Barberousse, dans l'histoire algérienne, comment il est enseigné. Et comment on Alors, en parle, en fait. je peux vous dire comment il est perçu en Tunisie parce Mm. qu'il a aussi, il a été bey en Tunisie, en partie en tout cas. Bon, je me rappelle pas des détails exacts, mais voilà, il est passé par la Tunisie. Et en fait, il n'a pas forcément une très bonne réputation dans le sens, il est quand même souvent renvoyé à son origine de pirate corsaire. Mm. Donc voilà, ça c'est pas forcément une image très positive. Et voilà, donc il y a pas. En plus, il avait, je pense, d'un point de vue purement, on va dire, bon, pas purement moral, mais un peu moral, il n'avait pas une bonne réputation. Il était connu pour avoir beaucoup de concubines, de faire la fête très souvent. Et on le voit un peu dans le film, je crois, si je dis Mm. pas de bêtises. Et du coup, voilà, il n'avait pas une très bonne réputation dans ce sens-là. Au contraire, je trouve que le film est assez. Même s'il est un peu dépeigné en rustre du combat et tout, à ses niveaux de moralité, enfin, à part évidemment s'il a réellement assassiné Selim, ce que le film suggère fortement sans nous le montrer, il est quand même montré comme quelqu'un qui va pas trop dans les excès. Alors, on le montre comme voulant se marier à du coup Zafira, mais par intérêt, tandis qu'il aurait une concubine avec qui il est vraiment très proche, mais c'est tout. C'est du coup la franchie scandinave. On le voit pas vraiment, tandis qu'il y a ces hommes qui font la fête et tout. On le voit arriver, être un peu fâché et tout, justement qu'ils fassent la fête. Donc au contraire, moi je trouve que le film, il est plutôt... il le montre plutôt comme quelqu'un, justement, pas dans ces excès-là. Ouais, je suis d'accord. Il le montre plus comme une sorte de stratège politique plutôt que comme un pirate, on va dire assoiffé de sang, la figure classique du pirate, quoi. Après, du Ouais. coup, avant d'enchaîner sur le prochain thème, euh, je voudrais votre avis, mais j'ai trouvé ça très intéressant que le film prenne le parti pris de le montrer avec une prothèse. Ah oui, Ah oui, sa main C'est qui ça. était coupée, je crois, c'est ça? Ouais. Donc Et il alors a ça une historiquement c'est faux. prothèse je sais pas. mécanique. Je ne suis pas allé chercher, mais je trouve ça très. Mais enfin, en tout cas, le montrer, c'est quand même très intéressant. Tu vois. Ouais. C'est parce que C'est ça fait vrai partie que du personnage. maintenant que C'est tu quand le même pas dis, mal. c'était un bon truc. Ouais. En tout cas, esthétiquement, c'était assez intéressant. Ouais. Ça montre d'une certaine forme l'avancée technologique aussi, en tout cas Ouais. médicale, qu'il y a à l'époque. Je crois que, en tout cas, de mes souvenirs de cours d'histoire, je ne pense pas qu'il y avait une mention qu'il ait perdu une main ou quelque chose comme ça. Hein. Mais bon, après, j'ai pas été. Ah Après, si, il voilà. a vraiment eu, là je suis en train de vérifier, Harouch perdit son bras gauche. Cet incident Ok, lui ok. valut le surnom de Gumushkol, bras d'argent en turc, en référence à la prothèse en argent qu'il utilisa pour remplacer son bras. Bah voilà. Ok, bon, bah, c'était On un en vrai saura, truc. mais du coup, Ok. moi je trouve ça pas mal quand même. Alors du coup, pour Mais enchaîner. ouais, Ah, c'était bien fait en ouais. tout cas. Ouais, un peu très joli, un peu vraiment une pièce d'orfèvrerie plus qu'une simple prothèse. C'est ça, C'était plutôt pas mal. on avait l'impression, en tout cas, ça rendait bien d'époque. On n'avait pas l'impression que c'était un truc tout récent, voilà, robotisé mais Ah bah voilà, on oui. sentait que un truc d'époque. Quoi. Du coup, on va enchaîner sur un thème que Yaz a un peu deviné,
mais que moi, du coup, j'ai introduit avec une phrase que j'ai notée. Un film d'histoire avec un H minuscule, ancré plus aujourd'hui que dans le passé. Alors j'ai écrit ça notamment parce que oui, vu que ça raconte une histoire, mais vraiment un roman, quoi. C'est pas l'histoire avec un grand H de la ville d'Alger. Et surtout, pourquoi plus aujourd'hui que du passé? Puisque, comme tu l'avais bien dit, Yaz, est-ce que raconter en 2000, je crois qu'il est sorti en 2022, en étant du coup tourné en 2020, l'histoire qu'on sait fictive d'une reine qui n'a pas existé, il y a vite fait du coup Abdelaziz qui a fait un roman dessus en 2007, du coup un auteur algérien. Mais du coup un truc qui n'est plus du tout dans l'actualité, qui est à peine dans les mémoires un peu. Qu'est-ce que du coup il y a comme opportunité de faire ce film-là? Et puis moi je pense que tu as raison, c'est une façon de montrer une femme forte au cinéma algérien et un peu d'essayer du coup de ce message un peu et d'ailleurs c'est un message que j'ai lu dans certains des témoignages qui disaient dans certains des critiques de cinéma, c'était enfin un film derrière lesquels les Algériennes vont pouvoir se mettre pour du coup pouvoir revendiquer leur place et tout dans la société algérienne. Donc voilà. Après, petit instant production, on va dire. Mais la société de production, alors si je dis pas de bêtises, pareil, c'est à l'époque que j'ai fait des petites recherches. Mais je crois que c'était un truc, ou même quasiment sûr, c'est un truc fait par l'État algérien autour des années 2010 ou un truc comme ça. Et justement, son but, c'était... alors, c'était pas du tout le féminisme ou quelque chose comme ça, mais au contraire, pas au contraire, mais son but, c'était vraiment de créer des films algériens dont les Algériens peuvent être fiers, ou en tout cas qui racontent des histoires qui peuvent les intéresser ou les toucher. Donc je pense de ce côté-là, c'est plutôt réussi. Et après, le côté féminisme, je ne sais pas si ça a été en discussion avec le réalisateur français, je ne sais pas si ça s'est fait par un peu opportunisme ou quelque chose comme je ça. pense qu'il y a quand même une grosse influence de la réalisatrice aussi. Parce que c'est elle la réalisatrice qui est l'actrice elle-même. Hein, qui est l'actrice elle-même, c'est oui. Celle qui porte aussi beaucoup ce message, hein, surtout. Oui. Ouais. Donc souvent quand il y a une actrice qui est aussi productrice du film, qui est productrice et réalisatrice du film, elle impose sa marque, mais une puissance. Ça s'est vu dans le dernier Yorgos Lanthimos qui est pour Things. Et tu vois vraiment que là, il n'a pas de Emma Stone, quoi. Je l'ai pas encore vu, mais je vous le conseille, c'est un très bon film. Je crois que c'est c'est ça. Après, ils ont fait Lisbonne en studio. Je suis déçu. Ouais. T'as pu faire en vrai. Et ça ils nous donnent pas d'argent, c'est terrible. Mais non, mais du coup, ouais. Et puis j'ai vu 2-3 interviews de l'actrice réalisatrice principale qui en fait dit, moi j'ai voulu faire un film sur des femmes fortes, etc. Donc c'est un peu curieux de la part de vouloir faire un roman historique limite anachronique finalement si tu prends cet angle-là du féminisme, et de mettre une femme forte. Alors j'ai aucun problème avec ça, hein, mais après dire que c'est un film historique et on veut créer un roman national autour de tout ça, je t'avoue que ça m'a fait un peu tiquer. On sait très bien que le féminisme est utilisé contre les pays du Sud pour leur imposer des choses, etc. Donc bon, je pense que les gens qui suivent un peu Parole d'honneur ont dû tiquer sur ce scénario. Bon, ça n'enlève rien à la qualité du film, mais en tout cas, ça prouve que il faut encore donner des gages, quoi, pour pouvoir financer ce film. Surtout que le film a eu des financements français et il a été plutôt bien distribué. En France, il me semble qu'il est resté pas mal de temps. Ça, j'ai vu plus de 60 000 entrées, je crois 67 000 ou quelque chose comme ça. Ce qu'on fait un box-office honnête.
Pas dans les. Je crois qu'ils seraient pas dans le top 20 avec ça, mais pour que je suis En honnête. tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'était pas un film confidentiel, compliqué Ouais. à trouver. Je veux dire, il était. Moi, je l'ai vu au UGC Les Halles à Châtelet. Donc Ouais. voilà. Ouais, il a Et- été bien médiatisé, tout à fait. Je C'est crois que ça. j'ai vu, je l'avais vu parce que j'ai vu la pub sur PDH, mais j'ai vu des affiches aussi à certains endroits à Paris. Ouais. Donc voilà, ça n'enlève rien aux qualités du film, mais il faut s'interroger quand même sur cette volonté de faire un film historico-féministe, limite anachronique. Est-ce que c'est vraiment une volonté de la réalisatrice? Est-ce que c'est Ouais. quelque chose pour donner des gages aux distributeurs étrangers, français surtout? Est-ce que c'est une autocensure de soi pour pas montrer des hommes forts arabes à ce moment-là? Je sais Non, je pense qu'il y a Bah, il y a évidemment une volonté personnelle de. Je pense si on fait un petit point un petit écart, le cinéma de manière générale, il y a un problème pour les femmes au cinéma, trouver des rôles écrits par des femmes où elles sont mises en valeur. Donc des fois elles disent bon bah je vais l'écrire moi-même le rôle, il y a pas de problème. C'est vrai. Moi je serai en valeur, je vais voir si je vais pas être en valeur dans mon film écrit par moi-même. Et là finalement on a un exemple là, c'est finalement t'es jamais mieux servi que par toi-même. Tu veux un exemple de tu veux être une reine, t'écris une reine, tu vois là, tu prends une histoire qui existe et tu fais et c'est toi la reine. Et finalement voilà, je comprends de son côté qu'il y a cette volonté et tout. Après, du coup, pour étendre un peu ton débat, est-ce que du coup, s'il y a un réalisateur algérien qui veut être l'acteur principal d'un film sur Barberousse, est-ce qu'on lui donnerait les financements? Ça, et est-ce qu'il serait bien C'est ça, distribué en France? c'est bien distribué. Je pense pas. Il faudrait que ça soit un projet plutôt arabe ou quelque chose comme ça. Même c'est ça, mais enfin Ouais. après c'est En tout cas, un il projet y a le turc. même, on va dire, le même trope dans les films tunisiens, où, voilà, comme vous le savez probablement, le cinéma tunisien souffre économiquement, et donc très 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 souvent c'est financé en grande partie par le cinéma français ou plus largement des collaborations européennes. Et effectivement, il y a beaucoup de réalisatrices tunisiennes qui sont mises en projetées, ou plutôt voilà, qui, qui sont bien distribuées, etc. Et après, je comprends, hein, il y a certaines, comme tu dis, Escala, pour elles, c'est le meilleur moment et c'est la meilleure occasion de se donner un bon rôle et de faire le film dont elle rêve. Mais en même temps, il ne faut pas être naïf et oublier, voilà, il y a quand même une volonté de voilà, faire passer certaines choses Évidemment, mais là, disons que indirectement. je vais jouer mon rôle d'avocat un peu là-dessus pour dire c'est toujours c'est pas et t'es toujours victime des systèmes dans lesquels tu évolues. Et t'es une femme arabe, musulmane, enfin il me semble qu'elle est musulmane, hein, je suis pas allé vérifier. Euh, Évidemment, t'as des barrières. Donc, de temps Ah oui, en oui, c'est sûr, temps, c'est sûr. c'est pas non plus abdiquer forcément de Ah ta oui. propre nation que de faire un film sur une reine fictive d'Alger, quoi. Mais du coup, évidemment, c'est une manière pour elle de pouvoir mettre ce film-là. Et je pense, comme tu dis, Yaz, les gens, ils étaient au moins contents, ne serait-ce qu'on parle de l'Algérie. Les gens, ils étaient Ah contents oui. que Ah oui, oui, ça oui, soit un film sur moi, Alger. j'étais content, hein. Et En vrai, en 2023, un film c'est maghrébin aussi connu, aussi bien, franchement, c'était quasiment le seul, hein. Sauf si je me trompe, mais c'est pour ça, franchement, ça fait moi, plaisir, hein. j'aurais aimé que ça soit un appel d'air. Que ça appelle même des plus petits films et tout, des trucs comme ça, pour qu'on se mette à distribuer des films algériens et autres. Non, mais, après, Un peu moi, je plus, trouve quoi. qu'ils ont quand même été malins. C'est que ils ont su jouer de cet entrisme qui est peut-être pas un entrisme conscient, peut-être c'est inconscient de la part de la réelle, je sais pas. Et ils ont quand même fait finalement un film historique, etc. Comparé à d'autres films, j'ai un souvenir de qui s'appelle Papicha, où Foucan avait adoré, qui était un film avec un casting entièrement féminin. Je crois qu'il y avait 8 personnages, ça se passait en Algérie pendant la décennie noire, etc. Et Toucan avait été tombé amoureux de ça. Et il y avait le film Mustang, qui était un film turc. Encore une fois, c'est des sœurs en Turquie qui sont enfermées par leur père, etc.
Donc, ils sont pas tombés dans des travers bizarres comme ça. Donc moi je trouve qu'ils s'en sortent bien et qu'ils ont réussi à faire un film dans les conditions compliquées. Ouais, bah c'est ça. Hein. Des Et fois. surtout que le projet a mis très très longtemps à se Ouais. terminer aussi. Mm. Ça a mis plus de 6 ans, je crois. Bon, après, il y a eu le Covid et tout. Donc, ils ont bien persévéré et ils ont réussi à le finir. Donc, ce qui est déjà un exploit, je pense. Mais tu vois par exemple la question de est-ce qu'un film surtout qu'en plus il y aurait pu y avoir un petit angle colonial à ce film-là parce que finalement au tout début il combat les Espagnols donc les Européens qui t'aurais vraiment pu faire un film sur Harout, ça aurait été possible. Mais tu vois, est-ce qu'un film sur Saladin par exemple, ce serait possible, tu vois? Je me pose plus de questions. Faudrait voir si les Égyptiens n'ont pas envie de mettre quelques millions. Ouais. Ah, mais c'est ça, mais bon. Et après tout. Quoique, il y avait une époque là où il y avait, je sais plus comment il s'appelait là, un riche. Je crois il était vraiment égyptien ou du Koweït, je sais plus. Il s'était mis à financer des films comme ça là. Bah, justement, Bah, il y a le fameux il y a film sur la vie un de Mohamed, tout ça. Saoudien qui. Ouais, pareil, je crois qu'il y a. Alors, je sais pas si c'est récent ou avant, mais ouais, je crois qu'il y a eu pareil un Saoudien, ou en tout cas un des pays du Golfe, qui mettait pas mal d'argent dans les productions égyptiennes. Ah, des fois, C'est faudrait peut-être ça. le même, hein, peut-être que. Après, là où je suis de mauvaise foi un peu, c'est que enfin, je me rappelle aussi de deux films qui s'appellent Le Caire confidentiel et La conspiration du Caire. Ouais, très bon Ce sont film. deux films égyptiens qui sont excellents, les deux, et qui n'ont pas du tout cet angle-là, et qui ont été très bien distribués, qui ont eu des succès, etc. Donc voilà, peut-être que je suis de mauvaise foi, donc à nuancer mon propos. Parce qu'il y a des Évidemment. contre-exemples quand même. Oui, c'est pareil, de temps en temps, il y a des films de la zone réalisés. Pareil, je crois que c'est les films un peu iraniens, ils ont tendance aussi à. Exactement. Il y en a toujours quelques-uns qui sont. Après, c'est pas, je crois, le cinéma dans le Moyen-Orient, le cinéma iranien, enfin, plus Proche-Orient, parce que enfin, ça dépend jusqu'où on met la limite du Moyen-Orient, mais c'est un des cinémas qui est le plus diffusé. Enfin, si on fait tout, hein. Le monde musulman, un peu pour Le cinéma globaliser. iranien, ouais, il a une C'est un grande des- tradition. Et Ouais. dernièrement, il y avait Ashghar Fahari, il me semble. Mm. Ou peut-être je confonds avec quelqu'un d'autre. Il y avait aussi le film là dans la prison. Ah, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Ah, j'ai pas. non plus. Mais c'est un très bon film. De toute façon, les rares films iraniens qui nous arrivent, généralement, il faut qu'ils soient des chefs-d'œuvre, il faut qu'ils puissent être distribués en France. Ouais, c'est ça. Moi, C'est toujours, ça. oui, c'est toujours ça. Mais le Bon. problème, c'est il y a quand même une énorme concurrence. Et en France, il y a quand même une place qui, ça peut pas être normal, laissée quand même beaucoup aux films français, même ceux qui sont de très mauvaise qualité. Notamment toutes les comédies de mauvaise qualité vont quand même avoir une petite place. Donc ça veut dire que toi, tu dois Ah te oui, battre, en gros, avec ça c'est scandaleux. Ouais. C'est ça, c'est. En gros, t'as même pas 50% de places qui sont laissées aux autres films qui sont pas français. Parmi ces 50 places qui restent, faut se battre avec tous les films américains. Donc déjà, il te reste 10% de place à peine. Et après, faut se battre aussi avec tous les autres, on va dire, cinéma étrangers Ouais, les trucs, qui sont très c'est ça, valorisés. les trucs japonais, C'est ça. coréens, qui sont bien placés. Japonais, coréens, des fois 2-3 trucs scandinaves, les films italiens, encore, tu vois, Et je vois c'est si ça. vous. Ah, ça y est. Là, je suis en train de regarder une liste de films iraniens. Et du coup, il y a le syndrome Persepolis. Ouais, Qu'est-ce- pour moi, qu'est-ce que vous avez Persepolis, pensé de Persepolis ce n'est pas un film iranien. Persepolis, c'est un film français. Ouais, on est d'accord. C'est plus 100% un film français. Marjane Satrapi, aujourd'hui, le film, elle le fait en France, de culture française, la BD, elle est française, dans un style franco-français. C'est. Ouais, Ah, mais lui, il est complètement à charge quand même. Oui, bah après, Je- mais après, c'est. Moi, je me mets à sa place, je comprends qu'elle charge de son côté aussi, tu vois. Je suis d'accord. C'est. Bah, évidemment, la vie de Marjane Satrapi, elle charge parce que c'est comme ça qu'elle le ressent, elle. Et évidemment, elle a une position particulière. Nous, on a le recul. Mais moi, j'exige pas de Marjane Satrapi. Enfin, d'elle, j'exige pas de recul. Après, que si jamais les gens qui utilisent son film font preuve d'aucun recul, là, ça me dérange. Mais qu'elle-même, Ouais. elle ait sa vision en Après, ayant son ouais, expérience c'est de ça, vie, je lui en veux pas, tu vois. c'est pas vraiment un film, en tout cas Persepolis, c'est pas vraiment un film iranien, mais un film fait par une Iranienne. Oui, bah, C'est ça un peu Bah, la nuance.
Ça, mais une Iranienne Donc, qui a un parcours de vie où son père a lutté contre le Shah, son père a lutté après contre et sa famille contre du coup les mollahs, tout ça, contre les règles un Ouais. peu très strictes qui ont été mises après en place. Le fait que du coup, elle a dû partir, elle est partie en Occident pour pouvoir du coup avoir une certaine plus grande liberté qu'elle voulait. Et voilà, et du coup, et qu'après, évidemment, elle s'est installée en France, et du coup, maintenant, ça fait partie de sa personne. Elle est franco-iranienne, c'est ça. Je pense que c'est une. Après, Ouais. on ressort les débats de l'identité, mais je pense qu'elle se Mhm. reconnaît tout à fait dans cette double identité. Oui, bien sûr. Ok, il y a un film encore pire, je sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Jamais sans ma fille. Non, j'ai pas vu. Alors là, je Et pense. iranien aussi? Non, c'est un film américain qui se passe en Iran. Ok. Ah, bah, c'est mal parti, là, Ouais, déjà. vous allez comprendre. Le synopsis, c'est une américaine qui épouse un médecin iranien qui décide de Ouais. rentrer au pays. Et une fois qu'il rentre en Iran, tout change. L'américaine, elle se fait enfermer, etc. Enfin bref. C'est un film horrible Ouais, de ça a colonialisme. ça a l'air Et la bien, fin bien du film, c'est colonisateur. la mère qui, avec sa fille, qui avance devant l'ambassade américaine. Et le dernier plan du film, c'est vraiment le drapeau américain qui flotte en mode l'Amérique va la sauver. C'est franchement. Il est sorti quand, le film? C'était les années 90, je crois. Ouais, parce que c'est ça, c'est il y a un. 91, ouais, c'est ça. T'as 4 ans, ouais, en pleine guerre du Golfe, plus ou moins. Ah, quoique, bon. C'est qu'à ce moment, À la chute du mur, il fallait on un va dire, nouvel ennemi. la guerre irano-irakienne était finie. On n'a plus besoin de donner de l'argent aux Iraniens. On peut recommencer à charger la mule contre eux. Ah, wow. Que c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que, en plus, moi, bon après là, évidemment, on fait une légère digression historique, mais quand on sait que Reagan, il s'est moqué comme pas possible de Carter, parce que Carter, il a pas osé trop taper dans les sanctions. Enfin, il a fait des sanctions et tout, évidemment, mais il a pas osé. Enfin, il a pas osé. Il allait pas envahir l'Iran, quoi. Après que l'ambassade américaine a été attaquée, en gros, il a plus ou moins, il a été un petit PD, t'y vas pas. Et qu'après Reagan, c'est le même qui a vendu des armes à l'Iran pour pouvoir après financer les contrats au Salvador. Tu dis, c'est chaud quand même. Bizarre l'histoire, hein. Bizarre les Américains. Hein. Vraiment, qu'est-ce qu'ils seraient pas prêts à faire pour destituer des gouvernements socialistes en Amérique, hein. C'est toujours particulier, quoi. Bon. Alors, On a bien digressé quand même. On a bien digressé, mais pas si loin. On était allé à l'Iran. De toute façon. Donc, juste pour conclure, moi je trouve que quand même le film s'en sort bien sur l'angle féministo-progressiste, qu'il a su jouer un peu de ça, et qu'il y a bien pire, et qu'il aurait pu faire bien pire, et voilà, il s'en est bien sorti. Non, mais parce que Ouais, pareil. c'est là où je fais la différence. Ah, Data, vas-y, dis. Non, mais je vais dire la même chose et pareil, je pense on a peut-être la même vision des films qui sortent. En tout cas, moi perso, c'est vraiment les films tunisiens qui sortent. On va dire, il y en a un par an à peu près, ou un tous les 2 ans qui sortent en France. Et c'est toujours les mêmes histoires, genre la femme tunisienne dans un milieu peut-être un peu modeste en Tunisie, qui petit à petit va se libérer grâce à X ou Y raison. Et c'est toujours le même truc semi-potable. Bon, des fois, il y a des trucs un peu mieux que d'autres, mais c'est toujours la même chose, c'est très décevant. Et quand j'ai vu ce film, je me suis dit, ah, ok, il y a peut-être une reine. Ça a l'air d'être un truc quand même assez bien écrit. La plupart des gens jouent bien, il y a un bon budget, il y a de bons décors, l'histoire est plutôt correcte, donc moi j'étais vraiment content. Donc quand je compare ça à tout le reste, donc voilà. Ça, et du coup, pour revenir peut-être un peu sur ce qu'a dit Yaz, là où je fais la différence, c'est que pour moi, c'est un film féministe, mais pas un film. Qu'est-ce que tu avais dit exactement? Progressiste. Progressiste. Pour moi, il est féministe, mais il est pas progressiste. Parce que tu vois, un film progressiste, ça aurait été vraiment d'aller faire vraiment des gros anachronismes, comme on dit. Parce que là, c'est un personnage de fiction. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment d'anachronisme. C'est un personnage de fiction.
qui n'a pas existé. Tu vois. C'est un personnage romancé. Ouais, voilà, elle respecte les codes de l'époque. on va C'est dire. ça, c'est. Elle est plausible. Ouais, C'est ça, c'est. Mais après, il aurait pu la c'est. faire très, très, très woke ou un truc comme ça. Tu vois, c'est un peu, imagine, tu décides de faire un film sur Éléonore d'Aquitaine ou Jeanne d'Arc, deux personnages de l'histoire de France. Mais c'est deux femmes qui ont un rôle très important dans l'histoire qu'elles ont. D'un côté, c'est Jeanne d'Arc, le classique, c'est chef militaire en armure, tout ça. Et Éléonore d'Aquitaine, c'est chef politique qui est plus important que le roi de France et le roi d'Angleterre, quoi, à un moment. Donc, si tu fais aujourd'hui un film sur ces deux personnages-là, tu peux en faire des films. T'es un peu obligé d'en faire des films féministes, quoi. L'inverse serait un peu bizarre. Mais t'es pas obligé d'en faire des films progressistes. Par exemple, t'es pas obligé de faire. Qu'est-ce que c'est alors Pour un film progressiste, c'est oui, vraiment. pour toi, un film féministe, c'est juste un film qui met femme Une femme au en centre rôle, du truc. Ouais. Ouais, mais c'est ça. C'est déjà un film dont la réalisatrice. Déjà, il y a une réalisatrice. Tous les personnages féminins ils sont bien réalisés. Il n'y a pas une scène de sexe juste pour mettre une scène de sexe, des trucs comme ça. Parce que ça, c'est des fois des trucs qui sont imposés aux actrices. Quand t'as juste un réalisateur masculin, un peu libidineux, tu vois. Donc ça fait que le regard des femmes aussi, c'est ce qui change un peu. Non, mais là où pour moi le film s'en sort surtout bien, c'est qu'il n'y a pas de. Tu sors pas du film en te disant ah, les Algériens, quel peuple barbare quand même, tu vois. C'est ça. Il n'est pas du tout à charge sur ce plan-là. Donc pour moi, c'est réussi. Oui, parce qu'au final, on est dans. Coco, je sais qu'il y avait, dans des critiques que j'ai lues, il y avait, une comparaison très facile. Je sais pas, en 2022, pourtant Game of Thrones était fini, mais il disait ah, c'est un peu Game of Thrones, mais sans les trucs de sexe et tout. Bon, j'ai trouvé que c'était un peu pauvre comme type de critique, c'est-à-dire tes critiques de cinéma, mais tu n'as que ça à dire. C'est un peu... ça. Mais bon. Mais on voit dans la mentalité des gens, en tout cas, les intrigues de cours, les films sur les intrigues de cours, c'est un peu ça. C'est dans la tête des gens récemment. Vu qu'il y a eu beaucoup d'intrigues de cours dans Game of Thrones, ils vont penser Game of Thrones. Mais c'est vrai que c'est un très bon film d'intrigues de cours. Dans l'intrigue de cours, t'as quoi ? T'as des discussions cachées, tout ça. T'essayes de faire tes alliés, t'as des ennemis, t'as des gens qui se retournent contre toi. De temps en temps, t'es obligé de tuer telle personne. De temps en temps, tu te venges contre telle autre personne. Et ce film-là, il met ça très bien en scène. Donc c'est pour ça, moi, je trouve, oui, le film à ce niveau-là est très bien. Et puis surtout, je trouve qu'il s'adresse quand même bien au public qui a l'ambition de viser, c'est-à-dire les Noirs, les Arabes, enfin les Maghrébins. Parce que c'est même ça, les intrigues de cours, les films historiques, il me semble que c'est des thèmes qu'on aime bien. La plupart, on parlait des films du Ramadan et des séries du Ramadan avant qu'on commence là. Et souvent, c'est des thèmes des séries de Ramadan, c'est l'histoire, etc. Moi, je me souviens d'une série du Ramadan qu'on avait adoré, c'était. Je me souviens plus du nom exact, mais en fait, la série, c'était un gars qui remonte le temps d'époque en époque, et donc qui visite l'histoire. Tu sais, je vais te dire, t'inquiète, je crois qu'on aime tous ça. Parce que là. Surtout dans le monde arabe, il s'est apprécié, je crois. T'inquiète, hein, Voilà, mes darons, ils sont à la retraite, ils regardent que ça. Hein. Des bails, il y a un truc qui remonte dans le temps et tout. Ah, ils adorent. Il y a eu un truc comme ça de Ramadan en Tunisie aussi. Enfin, ouais. Alors, c'est un peu plus comique, mais. Ah, la série s'appelait Hadid. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais plus comment s'appelle la série tunisienne, mais pareil, ils voyagent dans le temps et c'est pas qu'ils voyagent dans le temps, mais on va dire ça se passe dans le passé. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont mélangé plusieurs époques. Donc il y a pas mal d'aspects anachroniques, mais c'est assez marrant parce qu'ils arrivent à montrer des aspects un peu plausible de chaque période historique, mais tout en rajoutant un élément comique. Donc, et ça plaît beaucoup, comme tu le dis, Yaz. Après, il y a aussi un dernier truc qu'on n'a pas parlé dans le film, c'est la langue qui est parlée. J'ai l'impression que c'est de la Dalija algérienne. Oui. Bah évidemment, ça c'est un point sur lequel je ne peux pas m'exprimer. Ah, il y a certains mots. Et après, il parlait. Je sais pas si c'est. Non, c'est pas du latin, mais il parlait la langue. Il y a des mots, ça parle espagnol. Là, j'ai capté. Là, j'étais. Je comprends les dialogues. Mais il y a une autre langue aussi. Mais avec, je crois, il me semble, à un moment, il y a un italien. Là. À un moment, il y a un italien. Parce qu'il me semble que c'est un peu de l'italien. Je connais mal l'italien, mais à un moment, ça ressemblait un peu.
Ah, je ne saurais plus, Possible. mais c'est vrai que la concubine de Harouj, elle parle suédois, je crois, ou C'est ça, voilà, c'est ça. Il y avait une une autre langue langue scandinave. Ouais. que je n'arrivais pas à déchiffrer, Ouais. mais je sentais que c'était une vraie langue, en tout Ouais, cas, ouais. pas juste. Mais du coup, je sais pas si à cette époque-là, en Algérie, on parlait d'Alija. En fait, moi, ça m'a semblé un peu bizarre. Mais Ouais. logique dans le cinéma algérien où, en fait. Moi, Je dirais que oui. En tout Ouais. cas, en Tunisie, à cette époque-là, on parlait. Bon, après, ça a un peu évolué, bien sûr, mais après, ça, on parlait pas arabe. On parlait pas arabe littéraire, je veux dire. On parlait Ouais, déjà ok. une forme un peu changée de l'arabe. Après, moi, de manière générale, dans un aspect film, la langue principale du film, pour moi, faut que ça soit la langue du locuteur moderne qui regarde le film. C'est-à-dire que là, c'est pas parce qu'il parle d'Elijah que c'est la langue réelle des personnages. C'est la langue du public visé. C'est pas si tu fais un film sur les Romains, tu mets les réalisateurs qui sont en mode on va tous les faire parler latin. Vous saoulez, hein. Vous saoulez tout le monde là. Non, mais moi je trouve que quand même la langue ça induit une façon de parler, une gesture, une posture. Après, il y a un côté. Moi j'aime bien que dans les films de guerre par exemple, que les Allemands parlent allemand, que les Russes parlent russe. Mais les personnages principaux, ils parlent ta langue. C'est-à-dire que si tu regardes un film russe, oui, évidemment, ça va se concentrer autour d'un russe, il va parler russe. Mais si, imagine le russe, il décide de faire un film sur les Américains. Les Américains, ils vont parler russe, hein. Non. Mais les Allemands vont parler allemand. Mais non, mais t'imagines, ton personnage principal, c'est tu fais ton film tout autour d'un Américain, et en fait, ton film, 90% des dialogues, ils sont en anglais, tandis que ton public visé, il est russe. Moi, ça me ferait bizarre de voir... Moi, je suis du même avis que Yaz, je suis d'accord. Non, mais en tout cas, dans les... ça, c'est l'exception. Dans les films très... La généralité, c'est ce que je décris. Oui, je suis d'accord. Oui, en tout cas, dans les films historiques arabes, ou de ce genre-là, on va dire, où ça raconte, je dis n'importe quoi, mais genre, un truc qui s'est passé dans l'histoire proche ou lointaine, ils essaient quand même de respecter la vraie langue. Donc, je sais pas si ça se passe, par exemple, en Irak, à Bagdad, ils vont essayer de parler l'arabe de l'époque. Et, voilà, ils vont pas parler l'arabe moderne. En tout cas, ils essaient de Je crois bien. que c'est Assassin's Creed, le dernier qui se repasse avec je sais plus si c'est Altaïr qu'ils ont repris ou pas, mais en tout cas qui se passe époque 1060 à peu près, Bagdad et tout. Je crois qu'ils lui font parler un peu en arabe littéraire ou un truc comme ça. Oui, c'est Ok. dans ce jeu-là, ils ont vraiment bien recherché. En tout cas, ils ont bien progressé par rapport à... Mais après, c'est toujours là où ça demande un travail de linguiste de fou, c'est que le problème, c'est que du coup, tu as des niveaux de langue différents. À une même époque donnée, le noble et le mec, le marchand et le paysan, ils parlent pas pareil. Donc c'est à vouloir vraiment recouper. C'est ça qui peut rendre l'œuvre intéressante, justement, si tu fais un effort. En tout cas, si tu fais vraiment l'effort, tu peux retransmettre ces nuances. Et en tout cas, pour revenir sur le débat là qu'on a, est-ce qu'il faut mettre la langue de la personne à laquelle tu t'adresses ou vraiment les personnes qui jouent, moi je pense que c'est bien aussi de faire parler chacun dans la langue dans laquelle il devrait parler. Je trouve ça bien, moi, perso. Ça me choque pas qu'il y ait des sous-titres et voilà, si quelqu'un doit parler dans cette langue, qu'il parle dans cette langue et c'est tout. Mais disons, il y a des rares exceptions où ça marche bien. Genre Inglourious Basterds, je comprends. Parce que quasiment plus de la moitié du film, il y a des croisements de dialogue dans des langues différentes. Mais par exemple, encore une fois, je sais pas, tu regardes Kingdom of Heaven, t'imagines si tout le monde parlait bon, déjà à cette époque-là, il n'y a plus de latin vulgaire, mais en vieux français, en vieux normand, en vieux italien là, du Xe siècle. Ça m'aurait pas choqué, en vrai. Je pense que peut-être ça m'aurait plu, mais bon. Après, il faut faire aussi la différence entre... Là, toi, tu parles d'une époque où limite, on ne sait pas vraiment comment les gens parlaient. Il me semble, par exemple, le latin, on n'est pas sûr des prononciations, non? Le problème, c'est que ça varie, et ça varie d'une région à l'autre. Ouais. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que la manière dont les gens ils savent que ça se prononçait différemment, c'est à cause des fautes d'orthographe.
Ok. Ouais, parce que quand tu retapes un truc, si tu confonds deux lettres, deux sons qui sont que tu penses différents, mais c'est que la personne qui l'écrit, pour elle, les sons ils sont identiques. Mhm. Par exemple, imagine en français t'écris O et O, comme l'O et O, la lettre O. Bah, tu peux les Ouais. inverser que parce que dans le français actuel, c'est des sons différents, c'est des sons identiques. Mais si à une Ouais, époque c'était ouais, des c'est sons vrai. différents, tu peux pas te tromper. Du coup, c'est comme ça qu'ils savent. Et après, t'as aussi, parce que, bon, après pour le latin, ce qui est bien, c'est que les mecs écrivaient beaucoup, quoi. Il y avait des gens, ils grattaient du papier, hein. Donc, et du coup, des fois, ils grattaient du papier, mais pour dire des banalités, hein. C'est, ouais, je suis allé à tel truc. Les gens, ils parlent mal, ils ont un accent, ils sont pas foutus de prononcer les trucs correctement. Donc, finalement, un mec un peu C'est raciste, leur glottophobe, texto de l'époque. c'est Ouais. ça, c'est qui fait de la glottophobie, et bah hop, c'est un document, un texte historique qui te permet de savoir que dans telle région, les gens parlaient pas tout à fait pareil. Ouais. Ouais, moi, bon, 2 minutes pour finir sur ce débat. Je pense que moi, j'ai plutôt des films qui traitent de sujets historiques récents, du genre Seconde Guerre mondiale, guerre froide, etc. Où je trouve que ça rajoute quand même quelque chose quand les personnages parlent leur langue. Par exemple, tu vois, là, j'ai regardé la zone d'intérêt il y a une semaine, là, 2 semaines. Et ça aurait été un autre film si les personnages parlaient français, tu vois. Ou anglais, puisque le réalisateur est britannique. Donc, non, le fait que là, les personnages parlent allemand avec leur position. Surtout que la langue, moi, je dis, c'est ça. Moi, je parle pas, par exemple, je parle pas arabe comme je parle français, tu vois. Ouais. Euh, Bah, ça, j'ai- c'est classique. c'est vraiment deux registres de langue et deux manières de voir le monde, limite. Mais surtout, c'est pas attaché aux mêmes représentations que t'as. Donc, moi, je trouve que ça rajoute quand même toujours quelque chose en plus. Et quand tu le fais pas, il y a un côté, ça dénote, quoi. Enfin, voir un officier allemand qui parle anglais. Bah, Surtout- la liste de surtout Schindler, ils parlent tous anglais, hein. Ouais, bah, La liste de Schindler, moi, c'est pas un film que j'aime beaucoup. Donc, Ouais, bon, qu'est-ce que c'est le pianiste, pour, donc, pour dire un réalisateur encore plus controversé. mais après, on n'est pas au point où s'il n'y a pas ce personnage-là bien précis qui parle sa langue, c'est un film nul. Non, mais moi je dis toujours que c'est à côté de notre temps. Surtout si c'est pour faire un accent, tu vois. Oui, non, mais disons que ça fait partie des éléments du cinéma. Il y a, par exemple, si tu fais des personnages qui sont tous polonais, mais que le film c'est un film américain avec des acteurs américains, tout le monde parle américain, mais c'est sous-entendu qu'ils sont en train de s'exprimer en polonais là. Et après le reste du film peut continuer sans trop de problème. Bah, il y a aussi une sorte moi, je peux y voir une sorte de mépris, quoi. Je veux dire, on est des Américains, on fait un film sur des Polonais, Non, on prend leur histoire, et pour en moi, plus, ça on les fait parler dans notre langue. C'est un système du cinéma, quoi. C'est comme quand tu fais des films historiques, tu utilises la langue actuelle, tu utilises pas la. Ouais. Ça fait, tu En peux le tout cas, justifier, mais c'est pas nécessaire. en tout cas, un procédé proche de ça, c'est tous les mangas, bon, plutôt les animes, où effectivement, il y a des animes qui se passent en Europe, et pourtant, les personnages parlent japonais. Donc, Ah je oui, vois parce ce que que tu veux dire, Escalos. Ouais. sinon, imagine, Ouais. en plus, il y a pas un budget de ouf hein, au Japon pour certains animés. Ils vont te sortir un mec qui a fait LV4 français. Et il va avoir le pire Ah, mais c'est accent ça. du monde, c'est terrible. Et bah, ok. Typiquement, Attaque des Titans, bah, ça se passe, bon, on devine un peu que ça se passe en Allemagne, hein, ou en tout cas dans des endroits Est-ce que, pas loin en Europe, et est-ce que ce serait pas pourtant, des nazis au hasard? Ce débat, putain. mais en tout cas, bon, en tout cas, ça se passe en quelque part en Europe, Mm. et pourtant, ils parlent tous japonais, donc, ok, je vois ce que tu veux dire de ce point de Non, vue. mais pareil, pour même Full Metal Alchemist, c'est Oui, bah, fortement pareil, c'est le même basé, exemple. pareil, sur l'Allemagne et tout. Et Est-ce que ce serait pas C'est des ça. nazis aussi? est-ce que ce serait pas des nazis? Tout le monde est nazi. Pourquoi les Japonais, quand même, Est-ce pour que des les gens qui sont Japonais, séparés des nazis, maintenant, ils aiment bien y retourner hein, de temps en temps. Moi, je Ouais, dis ça, je dis bizarre. rien. on dirait qu'ils étaient dans l'axe. Faut faire attention. Hein. Bon, passons aux conclusions. Alors, même si on a quand même déjà bien avancé dessus, un dernier mot peut-être sur le film que vous avez envie de partager. Moi, je veux bien commencer. Allez, on t'écoute. Alors, pour conclure sur le film, moi, mon angle, c'est que ça reste quand même des initiatives encouragées. Un film,
c'est quand même un choix de faire un film, choix compliqué, je veux dire, de faire un film sur l'Algérie avec un cast entièrement, enfin limite entièrement algérien, franco-algérien peut-être, euh, qui a une volonté de créer un roman national, de s'adresser aux Arabes, etc. Donc, et ça permet un peu de concurrencer justement l'orientalisme dont on parlait tout à l'heure. Donc, moi je dirais que ça reste quand même une initiative à encourager. Et puis surtout quand c'est bien réalisé comme ça, avec pas une intention civilisatrice, quoi. Donc, non, c'est... Est-ce que du coup tu conseilles le film? Du coup, je conseille le film, ouais. Très bien. Ne serait-ce que pour, comme on a dit tout à l'heure, pour le magnifique travail qui a été fait sur les décors, les costumes, et pour connaître un peu cette partie historique que je pense... Moi, je connaissais pas du tout avant de voir le film. Donc, il y a un intérêt historique, même si bon, il y a des éléments fictifs, mais si ça amène après à s'intéresser à cette partie de l'histoire algérienne. Ça, mais moi, par exemple, ça m'a beaucoup donné envie d'approfondir, encore une fois. Moi, j'ai dit, c'est un film qui m'a donné envie de voir un film sur Barberousse. Hein. Ouais. Encore une fois, c'est terrible. Hein. Mais même aussi, tout ce qui est les différentes conquêtes d'Alger par les Espagnols, comment justement les gens d'Alger, ils ont récupéré la ville, quel était un peu le système politique d'Alger. Parce que ça, c'est pareil, c'est un truc qu'on n'a pas trop parlé parce que bon, c'était pas vraiment le plus intéressant. Mais le début du film qui te montre qu'Alger, c'est quand même un peu un système de république, où même s'il y a du coup un roi, bah, qui dit république dit la chose publique. Donc c'est pas dans le sens moderne qu'on a aujourd'hui associé à une démocratie. Mais le fait que pour la plupart des décisions, faut en gros appeler tous les personnes importantes du coin, tous les nobles un peu marchands, tu sais, pour décider, parce que c'est un peu la chose publique, elle est mis un peu en commun. C'est une forme d'oligarchie, quoi. Mais du coup, c'est assez intéressant de voir exactement comment ça se formait comme système politique. Après, c'est pareil, parce que avec la mort de Selim, on ne l'étudie pas, mais comment ça se transmettait le pouvoir? Est-ce que c'est par la filiation? Est-ce que c'est un électif? C'est pas, hein, parce que par exemple, encore une fois, je vais refaire un lien avec la vidéo de Pacôme, parce que j'aime bien parler des francs aussi. C'est par exemple dans le système franc, il y a les premiers francs, tout ça, où c'est un système, la loi salique, où du coup ça divise entre chacun des fils de manière équitable. Mais après, avec les Mérovingiens, dans les Capétiens, du coup Pépin le Bref et tout, ça devient à un moment une sorte de monarchie un peu élective. Bon, on va pas se mentir, 90% du temps, la personne qui était élue, c'était le fils du roi précédent, mais... Et souvent, il le faisait élire avant que lui-même meure, comme ça, pour être sûr que c'est bien lui qui allait être choisi. Mais du coup, tu sais, c'est intéressant. Ça te montre que tous les systèmes politiques partout, ils sont pas tout à fait pareils. Des fois, on a cette attente, surtout que, en fait, on a tellement cette image de la monarchie absolue, c'est celle de Louis XIV et tout, qui est dans nos têtes de un roi, c'est ça, que des fois, on se dit pas, non, mais il y a d'autres systèmes politiques. Et qu'un des systèmes politiques les plus communs, c'était le système de la République, mais pas entendu comme on l'entend aujourd'hui. C'est la République, c'est de la démocratie, c'est le pluralisme, tout. Non, la République, c'est en gros, t'as pas un monarque tout puissant. Tu peux avoir un chef qui peut faire un peu une sorte de fonction exécutive. C'est dans les républiques italiennes, ça peut être, c'est comment il s'appelle, c'est à Venise, c'est le doge de Venise, par exemple. Je crois qu'il est élu par ses pairs, mais pas lui qui a le pouvoir directement. C'est-à-dire qu'il peut faire des sanctions si jamais ses pairs ils font n'importe quoi. Mais c'est ça, tu vois. Après, et pareil, dans les autres cités républiques italiennes comme Pise ou Gênes, là, c'est plutôt... tu vas avoir des riches familles qui vont avoir beaucoup d'importance, mais chaque fois, tout est un peu voté parce que... c'est toi qui as l'argent, c'est toi qui payes les armées. Donc, au bout d'un moment, il faut que tout le monde se mette un peu d'accord pour savoir où tu vas. Donc, ça m'a mis un peu ma curiosité. Je vais aller me renseigner. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils combattaient? Comment ils faisaient? La piraterie algérienne aussi. Enfin, algéroise, parce que l'Algérie n'existe pas encore à cette époque-là, qui est très intéressante à regarder aussi. C'est plein de thèmes qu'en un film, tu as envie de découvrir après. Clairement. Et puis, je me demande à quel point est-ce que dans le public qui allait le voir, il y a une volonté de s'inscrire dans le roman, d'avoir un roman national à soi, quoi. Qui n'est pas Clovis et les Gaulois, etc. Là, je parle pour le public
En France, oui. Maghrébin Oui, il français, est ouais, reçu voilà, en France, ouais. c'est ça, ouais. Donc ça aurait été intéressant de voir, Ça, c'est de voir dans quel état d'esprit les gens sont allés le voir. ça, c'est que déjà, même pour on va dire les Français de France, même si l'expression ne veut pas dire grand-chose, déjà, Vercingétorix, ça veut rien dire. Alors, Clovis, ça veut rien dire. Bah alors, en plus, oui, si tu fais partie de toutes ces générations qui sont français depuis leur père, mère ou leur grand-père, grand-mère, oui, tu peux te construire. Faut aussi te construire une sorte d'identité dans tes ancêtres qui, eux, sont peut-être dans un autre pays et savoir, ah ouais, Ouais. t'as envie d'avoir des héros, t'as envie de parler de trucs et tout comme ça. Alors, moi, par exemple, moi j'ai le truc facile. Moi, mon histoire, elle est enseignée en France. Moi, mon histoire, c'est tout un chapitre. C'est ah oui, les grandes découvertes portugaises. Bon, pour l'instant, c'est une escroquerie, on laisse ça passer parce que voilà, découverte, voilà. Mais moi, je garde ça quand même. Moi, j'ai mon chapitre. C'est-à-dire que, tu sais, c'est ça que quand, imagine, t'as un enfant algérien, le seul moment où on va parler de ton histoire, c'est pour dire à quel point la France t'a niqué. C'est la guerre d'Algérie. Moi, mon histoire en tant que Portugais, c'est ah ben vous voyez, à un moment ils ont fait, ouais, ils étaient super truc, Vasco de Gama, tout ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que moi, je suis dans une position où c'est bien, tu vois, genre. En plus, quand t'es enfant, il faut pas grand-chose pour te mettre en avant. Mais là, vous avez vu, on a découvert la moitié du monde. Traité de Tordesillas, on s'est partagé avec les Espagnols le monde en deux, quoi. On était trop forts. Mais surtout que c'est... Moi, je le vois trop dans la volonté où les Arabes, ils parlent souvent de Al-Andalus, la période de l'âge d'or. Donc moi, je pense il y a une partie du public au moins qui allait le voir dans cet esprit-là. Surtout que, petite parenthèse, mais Barberousse a en partie sauvé justement les Arabes ou les arabo-musulmans de l'Andalous qui étaient chassés à l'époque. Les musulmans, les juifs séfarades aussi. C'est ça, qui étaient justement partis pardon, pas en Espagne, en Alger. Donc ça fait partie un peu de l'histoire. C'est ça, c'est le truc très intéressant de cette période-là. C'est que du coup, avec les lois un peu de pureté de sang qui ont été mises en place par la monarchie espagnole et portugaise plus tard, ça veut dire que la péninsule ibérique, ça devient un territoire comment on peut appeler ça ? Où les rois veulent uniformiser le territoire, quoi. C'est convertissez-vous ou mourrez, et après c'est même convertissez-vous, c'est plus suffisant, quoi. C'est ça, et je pense qu'ils ont malheureusement, ça dépend pour qui, mais en tout cas, ils ont chassé une très très grande partie de la population qui était à l'époque. C'est ça, alors, je sais comme les historiens vont voir ce qu'ils disent et tout, mais pour moi, c'est un génocide, tu vois. Il y a une responsabilité un peu là-dessus, parce que c'est un groupe qui a été visé, déporté, tué, dont la culture n'existe plus aujourd'hui. Ouais. C'est un bon nettoyage ethnique, là, parce que quand même, ça veut dire aujourd'hui, des personnes qui peuvent se revendiquer en péninsule ibérique de cette histoire, ils sont quoi, 20 000 qui vivent encore en péninsule ibérique. Donc c'est rien du tout, quoi. C'est vrai. Par exemple, en plus, moi, je sais ça un peu parce que moi, je viens d'une région où, justement, cette histoire, elle a un peu duré. Où, justement, on était un des derniers endroits où il y avait ce qui s'appelle un peu de manière dérogatoire, Mujmaranj, tout ça. Que c'était un peu les juifs cachés, tout ça, dans la région, du coup, du centre du Portugal. Mais du coup, c'est ça qui est terrible. C'est le fait que nous, dans l'histoire portugaise, c'est un truc qui est revenu, où les gens sont en train de le dire un peu fièrement. Enfin, pas fièrement qu'ils s'en sont débarrassés, mais fièrement que les gens, ils habitaient là encore pendant très longtemps. Mais t'es en mode, mais oui, mais... Sauf qu'on les a tous poussés à l'exil, en fait. Par exemple, moi, l'hôpital de la grande ville dans mon bled, ils lui ont donné le nom, il y a quelques années, de Amat Lusitano. Amat Lusitano, c'est le nom portugais d'un très grand médecin, du coup juif séfarade portugais. Mais il est pas mort au Portugal, il est mort à Rome, parce qu'en fait, il y a un moment, il a été expulsé. Et d'ailleurs, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que les grands territoires, enfin les grands pays où la plupart des juifs portugais sont allés, c'est beaucoup Bordeaux, le sud de la France, les Pays-Bas et les États papaux.
Donc c'est pour ça que c'est marrant. Par exemple, le pape a été à un moment défenseur indirectement, au moins des juifs, tandis que nous, qui pourtant on faisait genre, on le faisait pour le pape, nous on mettait en place l'Inquisition. Donc bon, ça c'est aussi des moments d'histoire aussi très 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 délicats, très très qui ouvrent plein de boucles vers plein d'autres discussions, parce qu'après ça a lancé plein de mouvements en Europe aussi, scientifiques, culturels indirectement. Mais du coup, pour venir sur Barberousse, oui, il a, en tant que corsaire, en tant que pirate, tout ça, il remplit cette mission à un moment, au début de sa carrière, de faire un passage sain et sauf pour ces personnes, qu'elles soient musulmanes ou juives, vers le reste du monde ottoman. Donc on a certaines personnes qui viennent à Alger, enfin Alger c'est pas tout à fait ottoman à cette époque-là, mais à Thessalonique, à Istanbul, tout ça, qui sont répartis. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça m'étonne. Enfin, t'as dit après, plus tard, qu'il a une mauvaise réputation, mais là, c'est un peu le moment où il a une bonne réputation, qui va s'empirer Oui, après, oui, plus tard. après, bon, c'est un peu mélangé, hein. Quand je dis mauvaise, voilà, c'est un personnage controversé, voilà. Il est pas 100%, genre, on va dire un personnage qui qui a une réputation très, très positive, c'est par exemple Saladin, par exemple. Évidemment. Où lui, voilà, il n'y a pas. Voilà, il y a pas de tâche ou de doute. Donc, dans ce sens-là, bien sûr, il a fait beaucoup de choses qui sont considérées bien, hein. Ça, il y a pas de doute là-dessus. Bon, du coup, je pense. Je sais pas si toi, t'as pu donner ta conclusion sur le film. Je crois pas, non? Non, mais je pense que je partage à peu près ce qu'on s'est un peu dit lors de ces discussions. Et pareil, ouais, moi, en tout cas, quand je l'ai vu, je m'attendais pas à grand-chose. Ouais. J'ai juste, on va dire, fait confiance à la pub sur Parole d'honneur. Donc, je dis, bah, vas-y, ça a l'air bien. Film algérien ou franco-algérien, etc. Et franchement, quand je suis sorti, je me dis, ah, quand même, c'était franchement bien. Ça m'a donné envie un peu de creuser s'il y a d'autres films arabes qui sont sortis, ou plutôt maghrébins pour être précis, qui sont sortis cette année. Et, et ensuite, effectivement, j'ai fait pas mal de recherches à la fois historiques, mais aussi sur les financements du cinéma algérien, etc. Donc, franchement, c'était que du positif. Après, voilà, on l'a un peu dit, le film n'est pas parfait, il y a il y a des petits défauts, mais franchement, globalement, vu le contexte, comment il a été fait, par qui, etc., franchement, c'est un très bon film. Mais je pense que moi je résumerais ça, c'est un film qui en appelle d'autres et Oui, c'est j'espère ça, que on attend d'autres, c'est exactement, je suis mmh. d'accord. Par exemple un film sur, l'émir, Abdelkader, là on Ouais, parlerait. ça serait bien, ça, ouais. Mais ça, c'est un Mais film ouais, qui demanderait quand même un gros budget. Parce que ça, ouais, budget. c'est surtout des batailles. Et là, c'est quand même beaucoup plus d'argent, je trouve. Mais ce serait Ouais, évidemment Oui, extrêmement intéressant. Bah, ou même, tu peux pas faire un truc cheap. moi, je serais En tout pas cas, ça se contre. verrait direct que c'est cheap. Je serais pas contre une petite collaboration marocaine-portugaise. On fait la bataille des trois rois. Hop là, ça fait un film, des belles batailles, des belles armures, des belles épées, des beaux chevaux. Et comme ça, c'est un peu nos histoires cumulées. Moi, ça me va. Que c'est pareil. Enfin, c'est peut-être un moment plus important pour l'histoire du Portugal que pour l'histoire du Maroc, mais quand même, truc intéressant. Bon, du coup, c'est vrai qu'on est plutôt tous d'accord sur ce film. C'est pas mal. C'est un film qu'on recommande tous, qui est très intéressant. Des belles images. Personne sera déçu, je pense, en terminant le film. Non. Ça vaut la peine, je pense, pour ceux, du coup, parce que personne va pouvoir le revoir au cinéma au moment où ils écouteront ce podcast. Mais si vous avez une belle télé, mettez le film sur la télé, hein, le regardez pas sur l'écran d'ordi. Ce serait dommage. Profitez des plans. Profitez des plans, ils sont beaux. Il y a des moments contemplatifs un peu. Honnêtement, voilà. Vous allez passer un bon moment pendant 1h50 à peu près. Après,
vous pourrez vous poser des questions. Vous pourrez prendre votre téléphone, taper les noms que vous entendez tout au long du film pour essayer de voir un peu toutes les sources historiques. Donc ça, vous passerez un bon petit moment. Pour terminer, l'habituelle recommandation. Donc, est-ce que vous avez une petite reco de film à regarder? Alors, ouais, moi c'est très récent. Alors, c'est pas un film au sens strict, c'est un documentaire. Et c'est Le Char et l'Olivier, Ah oui. donc de Roland Lurier. Bon, c'est un documentaire un peu qui date un peu, mais pas tant que ça. C'est sorti fin 2019, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et bon, comme vous devinez un peu de son nom, ça parle de la Palestine, hein. Mm. Et en fait, c'est un très bon documentaire. Donc, pour ceux qui connaissent pas vraiment l'histoire de la Palestine, et en parallèle, bien sûr, de l'État d'Israël, Mm. ça explique pas mal comment tout ça s'est construit, quelles sont les principales étapes clés voilà, de l'histoire de la Palestine, en tout cas de l'histoire, on va dire, moderne, on va dire de 1948 jusqu'à 2019-2018. Et franchement, bon, après, c'est un peu triste avec ce qui se passe en ce moment, mais on voit clairement que voilà, ce qui se passe maintenant, bah, voilà, c'est pas qu'on le sentait venir, mais voilà, il y avait pas mal de choses qui laissaient présager ou qui laissaient entrevoir les horreurs qu'on voit en ce moment. Donc, franchement, un très bon documentaire, très d'actualité, donc Ouais. je vous le recommande. Ouais, je le recommande aussi. Et c'est lui qui a sorti, c'est Roland Lurier qui a sorti aussi Yala Gaza. Ah bah j'allais le dire, qu'il y a la Gaza Oui, oui, qui a toujours des projections privées actuellement. Je pense que si vous tapez Ouais, il y a la Gaza projection sur Google, ça vous dira des endroits, parce que ça c'est... Il y a tout un cycle, il y a plein de MJC, des associations pro-Palestine qui ont chopé le film pour le diffuser des fois dans des petites salles et tout. Donc essayez de Ouais. vous informer. Normalement, ça, il y a encore des diffusions. Bah, surtout avec le contexte actuel, il y a encore toujours des diffusions. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher un peu du groupe le plus proche de chez vous. Ah ouais. Même pour organiser une diffusion. Parce que des fois, ils ont déjà le film, ils ont les droits. Et essayez de voir, par exemple, si vous savez, vous avez des potes motivés, tout ça. Rien qu'une dizaine de personnes, ça peut justifier une diffusion. Donc n'hésitez pas. En tout cas, perso, je l'ai vu dans le cadre d'une association locale, donc effectivement, Bah, c'est ça, tu vois, c'est si exactement. j'avais vu un autre film palestinien, j'y serais allé avec plaisir aussi, bien sûr. Yaz, est-ce que t'as une petite reco? Ah, moi, ça va être clair, c'est La Zone d'intérêt. Ah, évidemment. On en a parlé lundi sur PDH. Moi, je trouve que Et je pense que c'est un grand film sur le. Ouais. Moi, je trouve que tu te forces pas beaucoup, hein. Ça fait 2 fois. Tu me recommandes le film Non, dont c'est faux. La dernière fois, Non, ou j'avais c'était recommandé Oda l'inverse. Jazz. Je sais plus. Non, mais. Non, parce que quand t'avais parlé de Colomb, là, enfin le film sur le Chili, là, Ouais. je crois que t'en avais parlé aussi dans l'émission. Non, c'était pas moi. C'était pas moi. Ah, c'était quelqu'un pas d'autre. toi. Non, c'était qui qui en Ah avait non, c'était parlé? bon. Ah non, non, Ouais. tu l'avais écrit et quelqu'un l'avait dit que t'avais Ouais, recommandé. Ouais, c'était ça, ouais. c'est ça, je crois qu'on Ouais, en a non. parlé. Ouais, ouais, non, t'avais pas Mais pu il a le l'air dire, mais bien. quelqu'un avait dit que tu l'avais. Parce que c'est vrai que tu l'avais aussi C'est ça, recommandé par écrit sur le série. Ok, bon. En tout cas, bon. Ok, je vais te trouver une autre reco. Si Non, tu mais veux. c'est très En tout très cas, bien, non, c'est mais très en très vrai, bien. il a l'air très bien, La Zone d'intérêt. On le Moi, j'ai sûr de le recommande voir. chaudement C'est un film à. très important sur le nazisme et la Shoah. Et qui donne une nouvelle manière de voir une nouvelle perspective sur cette période. Et qui est réalisé d'une manière. Enfin, ça, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, il n'y a pas de problème. Bah, moi, je le recommande chaudement à Chapoutot, s'il a envie de le voir. Non, il l'a vu, il a vu. adoré aussi. Ouais, mais il aime le voir en public plus restreint, alors peut-être. Il a vu tout seul sur son canapé. C'est ça, on lui a donné le petit CD comme ça qu'il puisse. Ah, et en vrai, je regrette vraiment que la discussion n'ait pas eu lieu parce que
Il y avait vraiment des liens à faire, quoi. Mais évidemment. Mais du coup, moi, je vais clore ça, mais je vais faire l'inverse. Parce que là, tu parles de ce film-là. Moi, je vais faire je ne recommande pas. Ah. Parce que du coup, parce que je suis pas encore allé voir du coup le film comment il s'appelle déjà? La zone d'intérêt. La zone d'intérêt. Mais en lisant le synopsis et tout, je me dis, c'est génial et au moins ça va permettre d'effacer un autre film qui lui n'est pas génial du tout. C'est le garçon pyjama rayé. Oh, c'est quoi ça? Ah, C'est un film En fait, ça prend à peu près le même truc. Il y a un haut dignitaire nazi qui habite pas très loin d'un camp de concentration. Et tu suis lui et sa petite famille qui s'installe à côté. Seul problème, oui, mais et c'est pourquoi il est très très vieux. Oui, oui, je l'ai vu. Ah oui, il est horrible. et pourquoi ce film est naze, c'est qu'en gros, parce qu'il disait, non mais le mec il va regarder le film, il va pas pouvoir connecter directement avec les juifs qui sont en train de se faire exterminer. Non, non, faut que le petit gamin du dignitaire nazi meure aussi. Et du coup, ils font un scénario improbable où le gamin il arrive à infiltrer le camp. Et du coup, il se retrouve pris avec les autres et du coup gazé. Alors déjà, évidemment, ça relance le lointain débat qu'avait lancé Claude Lanzmann sur est-ce qu'il faut pas montrer les chambres à gaz. Là, le mec en a rien à foutre. C'est déjà, il fait un scénario mais de merde et en plus, il te fout le gamin dans la chambre à gaz en mode c'était truc vraiment improbable. très très bizarre ce film. Je me C'est rappelle vraiment, avoir vu, je suis très content du coup que ce nouveau film soit là pour du coup, parce que le thème est très intéressant, tu vois. Le thème de prendre, tu sais, des dignitaires nazis qui sont juste à côté, le fait qu'eux ils peuvent avoir une vie normale pendant que l'horreur est en train d'arriver juste à côté. Au moins ça, il y a un bon film maintenant sur un peu sur ce thème. Et au moins qu'on oublie le garçon pyjama rayé qui est vraiment. En plus, il y en a ils le disent et moi je suis d'accord. Je pense ce film-là, il fait même plus de mal sur l'apprentissage de ce qu'a été l'Holocauste plutôt que du bien le garçon pyjama rayé, parce que c'est Bah, c'est tellement absurde, il y a un c'est aspect terrible. très très naïf dans le film. Moi, ça, je me rappelle, j'étais très mal à l'aise pendant le film. Mais oui, je comprends pas comment ça a pu passer. Je comprends pas comment un tel film a pu passer. Voilà. Et puis encore une fois, Bah, après, je crois qu'à la base, c'est un roman adapté d'un roman pour enfants. Donc, je comprends un peu la tentative, mais bon. ouais, mais Bah, la zone d'intérêt, c'est un roman aussi, et le roman original est naze. Il était tellement naze que Chapoutot a dit à l'éditeur qui voulait faire une traduction en France, Gallimard, de pas le publier. ah ouais. Et en fait, le réalisateur Jonathan Glazer a pris juste la trame globale du roman. Mm. Et, Ah, il a changé un peu. Mais après, il a c'est ça, c'est totalement, que la trame, c'est un sujet hyper intéressant. Ouais. C'est pour ça que moi je regrette que le film Pyjama rayé c'était un tel film de merde à la base, parce que c'est vrai que ce thème de t'es là et pendant ce temps-là il y a l'horreur à côté, c'est quand même un truc hyper prenant à raconter. Après faut que j'attende de le voir pour pouvoir du coup plus en dire. Mais en tout cas oui, allez regarder des bons films. Regardez des bons films. Ne perdez pas votre temps, avec tous les films qu'il y a, ne perdez pas votre temps à regarder des films qui vont. C'est clair, vous troubler, il y a tellement de films maintenant, c'est un peu pas criminel, mais presque de ne pas au moins regarder des bons trucs, genre. C'est pour ça. Ne regardez ça, que c'est quand les tu films vas- qu'on vous recommande, que ceux-là, c'est tout. Vous serez jamais mal C'est- conseillé. Quand tu vas au cinéma, tu sais pas vraiment, c'est un pari à chaque fois. Oui, C'est non, pas mais faux. c'est ça. Je dis ça un peu dans le sens de la blague, mais voilà, c'est ça. Mais C'est- bon, si on veut parler de films qu'on n'a pas appréciés, j'ai vu La Bête aussi, un film français avec Léa Seydoux. Ouais. Et c'est un La film Bête. réactionnaire à C'est- mort, j'ai trouvé. C'est récent, du coup? Ouais, il est sorti 7 février, il y a 10 jours. On dit merci à l'abonnement illimité Ah, de fou. UGC MK2, car grâce à lui, la seule chose que vous perdrez, c'est votre temps. Voilà. Mais au moins, vous perdrez pas votre argent. Enfin, pas plus que l'abonnement mensuel. Le temps, c'est de l'argent, en vrai, donc bon. Ouais. Si Pas tu travailles doublement, en pas. tout cas. C'est ça, pas doublement perdu, on va dire. C'est ça, c'est ça. Bon, en tout cas, voilà. Se termine ce 3e ciné-club. Je pense qu'on a fait le tour. Un peu plus court que d'habitude, mais c'est peut-être pas plus mal. On est directement allé au cœur du sujet.
un film qui avait quand même surtout des thèmes autour de lui qui étaient très intéressants. On a un peu digressé à la fin, mais je pense les discussions qu'on a eues seront très intéressantes à écouter. Donc voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Et sur ce, au revoir.